20h sur ce plateau d'Africa Today. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. La réponse palliative à la crise au sein de la Commission électorale nationale indépendante est dans l'ensemble saluée par les acteurs politiques et la société civile, mais non sans réserve. Interrogé ce mardi dans l'émission La Tribune de l'Actualité Plus, Dansa Kourouma du CNOSC, Faya Milimono du BL, Lansana Komara du RPG Arc-en-Ciel et Alouseni Makanera Kake de l'opposition républicaine souhaite désormais que les choses s'accélèrent, surtout pour la tenue rapide des élections locales. Daouda Mohamed Kamara. Durant toute la crise, sans aucune prise de position pour un camp et pour l'autre, pour éviter une ingérence dans les affaires internes d'une institution indépendante, la décision de la Cour constitutionnelle vient désormais rompre le silence des acteurs politiques et de la société civile guinéenne. Pour les docteurs Dansa Kourouma et Faya Milimono, l'essentiel reste tout de même réglé. Au niveau de la société civile, nous prenons acte de cette décision et la réalité est que la Guinée a besoin d'une CENI technique telle que ça a été prévu par l'accord politique. Tout ça, c'est des arrangements conjoncturels. On doit aller à une refonte du système électoral en profondeur pour nous permettre d'anticiper, n'est-ce pas, sur des crises actuelles. Ce qui se passe actuellement à la CENI ajoute à la manœuvre dilatoire qui va nous conduire à ne pas organiser les élections en 2017. Justement pour cet essentiel, Lansana Komara du RPG Arc-en-Ciel en est bien conscient et souhaite que tous les acteurs regardent dans le même sens pour la tenue prochaine des élections. L'impossible, nul n'est tenu. Si on est là, donc nous allons essayer de gérer ensemble pour que nous puissions aller vraiment à des élections apaisées. Nous comptons sur la bonne volonté des uns et des autres pour que nous puissions vraiment sortir rapidement de cette crise qui n'est pas du tout souhaitable. Quand Alouseni Makanera Kake entonne avec Dr Faya Milimono sur les manies dilatoires, le président du FND accuse directement le chef de l'État. Une accusation que le secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel ne partage point. Si Alpha Condé veut que les élections aient lieu avant la fin de l'année, les élections auront lieu pour plusieurs raisons. Parce que même l'argent, le budget des élections, c'est lui qui va décider s'il faut débloquer ou pas. Et sa juste raison, il est le garant du fonctionnement normal et régulier des institutions. Écoutez, moi je ne réponds pas à ce genre d'allégations parce que bien sûr, le garant moral du bon fonctionnement des institutions. Il fait de son mieux pour que les institutions fonctionnent. Le cas précis de la CENI, il est en train de travailler. Nul n'ayant l'idée de la durée du mandat de Kader Aziz Kamara à la tête de la CENI, tous s'accordent quand même à vouloir voir des commissaires s'atteler au travail pour les élections rapides en Guinée. Des cadres de l'administration financière publique ont entamé ce mardi un concours d'accès à l'École nationale des régies financières de Ouagadougou. Pour 10 places, ils sont une trentaine de candidats à participer à ce test. La démarche vise à parfaire les aptitudes des cadres dans le domaine des finances afin d'assurer la relève dans les années à venir. Compte rendu au Marceau. Une fois admis à ce concours, les 10 lauréats auront la responsabilité de défendre les couleurs de la Guinée à l'École nationale des régies financières de Ouagadougou. Pour une journée, les postulants vont être évalués dans 2 matières, à savoir la culture générale et un autre sujet dans leur spécialité. D'après le secrétaire général du ministère du Budget, ces candidats proviennent tous des différentes directions en charge de la gestion des finances en République de Guinée. Nous venons de procéder au lancement des épreuves organisées dans le cadre du recrutement des fonctionnaires guinéens qui doivent participer à la formation organisée à par l'École nationale des régies financières à Ouagadougou. Présent dans le pays pour l'organisation du test de sélection des cadres de l'administration financière à inscrire à l'ENAREF de Ouagadougou, Koubassana rappelle les critères de présélection. Il y en a qui viennent du budget, il y en a qui viennent de la direction du trésor, de la fiscalité. Voilà. En tout cas, la sélection a été faite au niveau national ici, en tenant compte des sensibilités nationales. Avec les multiples réformes engagées dans l'administration financière, pour le secrétaire général du budget, ce concours est d'une importance capitale. Le concours s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités. Vous savez que notre ministère, nos 2 ministères, de l'économie et des finances et du budget, ont connu beaucoup de réformes ces dernières années. Les réformes, il ne s'agit pas seulement de mettre des textes, mais il s'agit aussi d'avoir des cadres capables de comprendre et d'interpréter ces textes et de travailler.
Ce concours de sélection fait suite à la convention de partenariat que le ministère de l'Économie et des Finances de la République de Guinée a pu obtenir avec l'Union européenne qui accepte d'accompagner le pays à travers la formation des cadres de l'administration publique. L'humanité a célébré hier lundi la journée internationale de l'éducation. La Guinée a passé ce moment sous les couleurs de Conakry, capitale mondiale du livre 2017. L'occasion pour des responsables du système éducatif national de faire le diagnostic du secteur et de proposer des solutions y afférentes. Ça, à Loyombono, compte rendu. C'est la première fois que la Guinée célèbre cette journée qui met l'éducation au centre de toutes les préoccupations des nations du monde. La journée du 7 août permet de mettre en exergue l'importance de l'éducation dans le progrès socio-économique d'un pays. On célèbre pas mal de journées en Guinée, mais cette journée internationale de l'éducation n'est pas célébrée dans notre pays. On souhaite que les Guinéens mettent la priorité sur l'éducation. Depuis quelques années, le président de la République parle d'émergence en Guinée. Pour nous, il n'y a pas d'émergence sans l'éducation. La journée internationale de l'éducation est aussi l'occasion pour les acteurs du domaine de se pencher sur la problématique du secteur. Sur le système éducatif guinéen, les observateurs portent presque le même regard. Je constate quand même qu'il y a eu une baisse de niveau. On s'occupe plus de la quantité que de la qualité. Or, il me semble qu'il faut aussi former la qualité. L'école guinéenne est malade, malade d'elle-même. C'est un jugement très très sérieux. Une réalité de laquelle les autorités du pays restent bien conscientes. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation énumère même quelques chiffres pour reconnaître cette réalité. Si vous prenez en sciences sociales, il n'y a eu que 2 élèves qui ont eu 16 de moyenne. Quand on a pris 15,00, sur toute l'étendue du territoire en sciences sociales, il n'y avait que 5 élèves. Comment donc changer la donne? C'est la question qui se pose. Et en réponse, ces observateurs pensent que l'État a le premier rôle à jouer. C'est un devoir de la part de l'État de faire ce que l'État doit faire partout, parce qu'en fait, on ne fera jamais de l'éducation quelque chose d'international s'il n'y a pas un engagement concret de l'État. Au dire du ministre Ibrahima Khalil Konaté, des réformes sont en cours pour rehausser le niveau de l'éducation guinéenne. Pour Kao Carré, il est temps de former l'élite. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a effectué une visite de travail ce mardi à la Caisse nationale de sécurité sociale. Objectif, s'enquérir du cadre de fonctionnement de cette structure qui joue un important rôle dans la vie sociale des Guinéens. Le collège médical de la Caisse nationale de sécurité sociale a été au centre de cette visite. Soirée Boubacar. C'est par une visite guidée au collège médical de la CNSS que cette rencontre a démarré. Le directeur général de cette institution, accompagné des cadres de la direction, ont fait découvrir à son excellence Mathias Velten les installations du centre médical qui a bénéficié récemment des appareillages de dernière génération. Au regard du représentant de l'Allemagne en Guinée, la Caisse nationale de sécurité sociale figure parmi les institutions les plus importantes du pays en matière de développement social. Je pense que l'ambassadeur ne doit pas s'occuper seulement de relations politiques, mais aussi de relations avec les institutions, toutes ceux qui sont intéressants et importantes pour le développement de ce pays. Et bien sûr, je sais que la question de la sécurité sociale, assurance, maladie, retraite, ce sont des questions très importantes pour les Guinéens et Guinéennes. Et pour cela, je suis venu ici pour me renseigner sur le développement dans ce secteur de la Guinée. Cette visite a été appréciée à sa juste valeur par les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale. Pour Malik Sankon, directeur général de la dite structure, cette entrevue a été une opportunité pour expliquer le fonctionnement de la Caisse. L'ambassade d'Allemagne aussi fait partie de nos employeurs. Et nous ne pouvons pas exiger des droits sans expliquer les devoirs. Et quelles sont les obligations échues à la Caisse nationale de sécurité sociale? Que fait la Caisse nationale de sécurité sociale? Comment la Caisse utilise les moyens dont
elle a à sa disposition, nous devons de rendre compte réellement à ses employeurs. Alors je pense que son excellent monsieur l'ambassadeur est reparti très satisfait. Malik Sanko a aussi rappelé que cette visite fait partie des nouvelles stratégies mises en place par son service pour faciliter davantage le rapprochement entre les assurés et la maison de sécurité sociale. La construction des infrastructures routières occasionne souvent des dégâts collatéraux. C'est le cas d'ailleurs d'un canal d'évacuation des eaux usées à Kisosso dans la commune de Matoto. Malgré les travaux déjà effectués par Guy Copress, l'entreprise exécutante pour des travaux de correction à ce niveau, les habitants de ce quartier attendent toujours l'achèvement du chantier. Reportage Bamamadou Alpha. Ce canal mesure environ 2 km de longueur, 2 mètres de largeur et de profondeur. Il évacue les eaux de ruissellement des caniveaux des plateaux de Kisosso Nord. Et le terminus vers le bras de la mer est resté inachevé par l'entreprise Guico Press. Une situation qui a fait déjà des victimes. Les gens sont venus arrêter le canal tout juste à l'entrée de ma concession. Mais je n'ai pas manqué de leur dire que si vous vous arrêtez là, les dégâts seront énormes. J'ai même écrit une lettre qui est la première et que je détiens actuellement ici. Je leur ai dit, si vous vous arrêtez là, l'eau va racler ma maison, détruire une bonne partie de mon terrain, détruire le puits même que j'ai creusé non loin de ma maison ne sera pas opérationnel. Et c'est ce qui s'est passé exactement comme je l'ai prédit. À part le risque de destruction des habitations, autre danger guette aussi les riverains de ce caniveau. La chaussée est glissante, donc le caniveau n'est pas couvert. Souvent même les marchands qui marchent à pied, les piétons, ont des difficultés. Il y a les motards souvent aussi qui tombent dans les caniveaux. Donc nous avons assez de problèmes à ce niveau. Moi-même, j'ai un petit-fils qui est tombé là-dedans. Heureusement, il n'a pas eu de cassure. Mais il a eu vraiment des blessures graves. Même si les citoyens de la localité se félicitent des travaux effectués à ce jour en partie, mais ils demandent que le travail soit complètement finalisé. Et là, on a tout fait pour qu'il termine ça. Mais impossible de retirer. J'avoue que les travaux ont un peu progressé, mais il reste encore beaucoup à faire. À savoir, le travail préalablement défini, c'était 109 mètres à faire. Mettre le canal jusqu'au niveau du bras de mer. Donc ce qui est fait, c'est dans les parages de 35 mètres. Donc il reste encore beaucoup à faire. Malgré les multiples appels lancés par les populations et responsables locaux de cette contrée, il a fallu l'intervention de la cellule de veille citoyenne de la commune de Matoto pour que l'entreprise réagisse. Les membres de cette structure saluent cette collaboration et plaident pour la continuation du projet. On a été informé par les citoyens de Kisosso par une lettre. Ils ont écrit à monsieur le maire, monsieur le ministre des Travaux publics et monsieur le président de l'entreprise du Copress. Ils n'ont pas eu de résultat. Aussitôt, on a mobilisé la cellule. Ils sont venus avec les journalistes, on a dénoncé. Nous aussi, à notre tour, on a frappé toutes les portes pour que l'entreprise vienne au moins terminer ce qu'ils ont commencé. Vous avez constaté avec nous, ils ont fait, on les félicite, mais nous demandons l'entreprise de venir terminer. Et la cellule de veille citoyenne dénonce par ailleurs le silence notoire du président de la délégation spéciale des Matoto qui n'aurait en aucun moment réagi à cette situation. La Côte d'Ivoire a fêté ses 57 ans d'indépendance hier lundi 7 août 2017. À cette occasion, la communauté ivoirienne résidant en Guinée a effectué un déplacement pour commémorer cette fête nationale à l'ambassade de leur pays à Conakry. Compte rendu Djanka Sissé. Loin de leur terre natale, les Ivoiriens résidant sur le sol guinéen ont aussi célébré à leur manière le 57e anniversaire de l'accession de leur pays à la souveraineté nationale. Une occasion très opportune pour l'ambassadeur de ce pays ami de remercier d'abord ses compatriotes, ensuite les amis de la Côte d'Ivoire qui ont effectué le déplacement. Les premiers mots qui me viennent à l'esprit en ce moment particulier,
sont ceux de remerciement à vous tous, Ivoiriennes et Ivoiriens, mais aussi aux amis de la Côte d'Ivoire, pour votre présence massive, encore une fois, à la commémoration de cette fête. Un des pays forts économiquement dans la sous-région, la Côte d'Ivoire a depuis son indépendance connu aussi des périodes tumultueuses, parfois douloureuses. Justement, dans son intervention, Youssouf Diarasouba n'a pas passé sous silence cette page difficile traversée par son pays. Comme tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire n'est pas un fleuve tranquille, où tout se passerait toujours bien dans le meilleur des mondes possibles. En effet, l'année 2017, comme vous le savez, a commencé avec des remous sociaux qui ont quelque peu entamé la quiétude des populations ivoiriennes et l'ascension de notre pays vers le développement. L'on peut citer à cet égard les mutineries des militaires, la fermeture des structures d'agro-business par l'État afin de les assainir, la grève des fonctionnaires relative à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, la baisse drastique du prix du cacao, principal produit d'exportation de notre pays, grevant ainsi le budget de l'État. Ivoiriens et Guinéens tous mobilisés dans cette maison commune pour la célébration de cette fête, une cérémonie où l'ambiance faisait bon à vivre. La situation financière d'une famille détermine pour beaucoup la qualité d'études ou d'éducation des élèves et étudiants. Pour venir en appoint aux efforts des parents pour la couverture de leurs frais, beaucoup sont ces jeunes qui, au lieu de profiter des vacances, font de petits commerces pour préparer la rentrée scolaire. Dans les rues et marchés de Conakry, notre reporter Fatou Kébé a rencontré certains. Suivez son constat. Nous sommes en pleine période de vacances en Guinée. Les rues et marchés, surtout de Conakry, ne sont plus envahis que de commerçants ou marchands de profession. Les vacanciers aussi. Des jeunes filles et garçons dont l'âge varie entre 7 et 25 ans, voire plus, sont perceptibles partout pour vendre de petits articles. Un seul objectif, aider les parents pour l'achat des fournitures à la rentrée prochaine des classes. Tierno Sounoubari vend des biscuits dans les rues de Kaloum. Pour cesser mes fournitures seulement, c'est à cause de ça, ou bien pour acheter les maillots, les sous pour que je peux. Ce n'est pas dire à papa, maman, donnez-moi ça chaque fois, ce n'est pas bon. Toi-même, tu dois chercher. Les vacances, une période d'arrêt légal des activités scolaires devant permettre aux apprenants de se reposer. S'il en est ainsi pour certains, d'autres élèves et étudiants n'en profitent presque pas. Pour Fatoumata Rema, mère de famille, occuper son enfant au petit commerce pendant son repos n'est vraiment pas de gaieté de cœur. Les enfants nous viennent en aide dans le marché pour pouvoir subvenir à leurs petits besoins. Donc nous les mères de famille, si on demande le coup de pouce de nos enfants, cela est dû à la pauvreté. Pour certains observateurs, ces activités commerciales peuvent aussi entraîner l'élève à l'abandon des classes si jamais il y prenait goût pour un gain facile d'argent. Un phénomène qui pourrait aussi contribuer à l'élévation du taux d'analphabétisme dans le pays qui en souffre déjà. De nombreux observateurs internationaux ont été mobilisés au Kenya. Le scrutin général qui oppose Uhuru Kenyatta, le président sortant, à son principal rival, Raila Odinga, a débuté dès l'aube. Des milliers d'électeurs faisaient déjà la queue devant les bureaux de vote. Suivez. Pour voter, les Kenyans doivent s'armer de patience dans des files d'attente interminables. Il faudra des heures avant de pénétrer à l'intérieur des bureaux de vote. Car avant même l'ouverture, les queues commencent à se former. Sans lumière, difficile de retrouver son nom sur les listes électorales. La mobilisation est massive, certains électeurs ont dormi sur place. C'est utile de voter. Si le vote se passe bien, ce sera très important. Je n'ai jamais dormi dehors et aujourd'hui je l'ai fait. En tant que personne âgée, on a besoin de changement. 20 millions d'électeurs sont appelés à s'exprimer. Du choix du chef de l'État à celui des élus locaux, 6 bulletins à remplir pour 6 urnes différentes. Avec à l'affiche le duel entre l'opposant de toujours Raila Odinga et le président sortant Uhuru Kenyatta qui brigue un second et dernier mandat.
Comme je l'ai toujours dit à mes adversaires dans le cas où ils perdraient, il faut que nous acceptions la volonté du peuple. Je m'engage à le faire. Eux aussi doivent s'engager à faire de même. Le traumatisme de l'élection de 2007-2008 qui avait fait plus de 1100 morts est dans tous les esprits. Et en 2013, Raila Odinga avait, sans succès, contesté devant la justice la victoire de Uhuru Kenyatta. L'opposant donne rendez-vous à ses partisans. J'invite tout le monde au parcours Uhuru pour attendre les résultats. La fiabilité du scrutin repose sur un système électronique avec identification biométrique et surtout transfert des résultats par Internet. Mais il y a un problème, un quart des bureaux de vote n'ont pas la connexion haut débit nécessaire. Dans l'actualité encore, entre 12 et 15 personnes ont été tuées hier à Kinshasa. Selon la police, elles ont été victimes de balles perdues. L'opposition a appelé à 2 journées ville morte dans tout le pays. Regardez. Si Kinshasa devait se résumer à une image ce matin, ce serait celle d'un cadenas. Un peu partout dans le centre-ville, les magasins sont fermés, les rues désertes ou presque. Et même sur le d'habitude très embouteillé boulevard du 30 juin, la circulation est tout ce qu'il y a de plus fluide. Moi je travaille, nous sommes sortis mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens dehors. À l'origine de cette opération ville morte, l'opposition demande des élections et le départ du président Joseph Kabila, toujours au pouvoir alors que son deuxième et en théorie dernier mandat est terminé depuis 8 mois. Je suis venu parce que j'ai un rendez-vous, sinon je n'allais pas venir. Dès que j'ai terminé mon rendez-vous, je rentre à la maison. Vous faites votre délai et puis vous quittez et les autres acceptent. Donc il ne faut pas se cramponner là-dessus. Donc c'est pas normal. Ce calme contraste avec la panique de la veille. Hier matin, des coups de feu ont éclaté dans la capitale après une manifestation de partisans de Bundu Diamayala, un mouvement politico-religieux qui eux aussi appelaient au départ du chef de l'État. Les FARDC ont tiré sur des innocents. Nombre d'entre nous sont morts. J'ai vu des cervelles écrasées et des gens qui ont reçu des balles perdues. Moi, je m'étais couché pour être hors de danger. La pression s'accumule sur le pouvoir qui, du coup, se préoccupe de communication. Les opérateurs téléphoniques ont été priés de limiter le débit Internet pour restreindre les échanges d'images sur les réseaux sociaux. L'opposition, elle, demande des élections avant la fin de l'année. Un appel à la désobéissance civile a été lancé pour le 1er octobre. Et avant cela, une nouvelle journée ville morte ce mercredi à Kinshasa. Une peine qui relance le débat du délit de solidarité. L'agriculteur français Cédric Héroux a été condamné en appel à 4 mois de prison avec sursis pour avoir aidé des migrants. Il a aussitôt annoncé qu'il continuerait à se battre. Suivez. À la sortie du palais de justice, Cédric Héroux est acclamé par ses soutiens. L'agriculteur de 38 ans vient d'être condamné en appel à 4 mois de prison avec sursis pour aide à l'immigration clandestine. En cas de récidive, il risque la prison ferme. J'irai avec dignité, j'irai la tête haute en prison. Et je continuerai à me battre, même derrière leurs barreaux, il n'y a pas de problème. Par les cris, par ma voix, je continuerai. Et ce sera à vous à prendre le relais, à venir chez moi, et que le camp qu'il y a chez moi ne s'arrête pas, que ça continue. En première instance, il avait été condamné à 3 000 € d'amende avec sursis. La justice lui reproche d'avoir aidé des étrangers en situation irrégulière. Installé dans la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne, l'agriculteur a aménagé son exploitation en terre d'accueil pour les sans-papiers. Ce matin, proches et militants dénoncent ce qu'ils appellent un délit de solidarité. C'est absolument injuste, oui. C'est scandaleux. C'est scandaleux qu'on empêche le sauvetage des gens. J'étais hier à Vintimille, j'ai vu une situation qui est dramatique. Quand on est face à des gens qui n'ont rien, qui sont pieds nus, qui n'ont pas à manger, on est obligé de réagir, on est obligé de faire quelque chose. Cédric Héroux se dit déterminé. Il envisage de se pourvoir en cassation. En France, le statut de première dame n'existe pas et fait débat alors qu'Emmanuel Macron veut lever le flou sur le statut juridique de première dame. Une pétition sur Internet a déjà récolté plus de 200 000 signatures. Regardez. Brigitte Macron propulsée sur le devant de la scène à son entrée à l'Élysée, mais aussi pendant la campagne présidentielle. C'est une volonté d'Emmanuel Macron. Il veut clarifier le rôle de l'épouse du chef de l'État et une charte devrait bientôt voir le jour. Mais sur Internet, une pétition contre le statut de première dame recueille près de 200 000 signatures.
À l'origine de cette initiative, Thierry Paul Valette. Ce qui m'embête, c'est qu'on va interdire aux députés ou aux sénateurs d'utiliser leur propre épouse. Elles n'auront plus de statut, on doit les écarter parce que c'est pas quelque chose de moral. Mais on va faire une exception pour la femme du président de la République parce que c'est l'épouse du président de la République. C'est contradictoire et ça me gêne. À l'Élysée, Brigitte Macron a un bureau, un directeur de cabinet, quelques collaborateurs et 2 agents de sécurité. Des moyens estimés par la Cour des comptes à 450 000 € par an. Depuis Yvonne de Gaulle restée dans l'ombre, les premières dames étaient cantonnées à un rôle de représentation, parfois investies dans des grandes causes comme la protection de l'enfance ou la lutte contre le handicap. Emmanuel Macron, lui, pourrait s'inspirer du couple Obama. On dit souvent à tort que la première dame américaine, la First Lady, a un statut. Elle n'a pas de statut non plus. Mais les usages veulent qu'elle ait un budget, des collaborateurs, que ce budget soit connu. Je pense que c'est vers ça qu'il va aller Macron. Depuis qu'elle est première dame, Melania Trump milite pour l'éducation et la lutte contre l'obésité. Brigitte Macron, elle, s'est emparée d'une grande cause, l'autisme. À ce sujet, elle reçoit déjà une centaine de lettres par jour. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme. Au revoir.